Bonsoir, bienvenue au Musée de la Gaspésie. On est content de vous recevoir encore ce soir pour la conférence du mois de février. Ce soir, Monsieur Pascal Allain parmi nous, historien de la baie des Chaleurs, que vous connaissez probablement tous, qui vient nous parler en fait de l'Irlande, des Irlandais. Donc, je vous explique un peu le déroulement de la soirée comme pour les personnes qui viennent pour la première fois. En fait, on est content d'avoir Télégaspé parmi nous qui rediffuse les conférences sur leurs ondes. Par contre, pour cette raison-là, si vous avez des interventions à faire, des commentaires, on apprécierait beaucoup. Faites-moi signe, je vais aller vous voir avec le micro puisque c'est la seule façon par laquelle la télévision peut capter le son, vos interventions. Autrement, c'est difficile au montage. Donc, faites-moi signe. Je vous prête le micro, vous allez pouvoir intervenir. Monsieur Allain me disait qu'il est bien à l'aise si vous voulez intervenir pendant la conférence, il n'y a pas de problème. Puis, on gardera aussi une période à la fin si vous préférez poser vos questions une fois que la causerie sera terminée. Et moi, je reviendrai vous dire quelques petits mots à la fin. Donc, je vous laisse la parole maintenant. Merci. Bonne soirée. Vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? En arrière, Mario? Également, tout le monde m'entend bien, merveilleux. Pas besoin de micro, je préfère ça comme ça. Merci beaucoup, Amélia, de la présentation. Merci beaucoup de l'invitation du Musée de la Gaspésie, de m'avoir invité de parler des Irlandais. Mon nom, c'est Pascal, je viens de Carleton-sur-Mer. Je suis un passionné d'histoire régionale, de l'histoire de la Gaspésie. Je monte des conférences comme celle-là assez régulièrement. Et là, la dernière que j'ai montée, c'est sur, évidemment, les Irlandais. Alors, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés, parce qu'un conférencier sans public, ça peut être ennuyant pour le conférencier. Donc là, vous êtes là, je vais peut-être vous ennuyer, mais bon, ça ne devrait pas être si mal. Si vous avez des questions, comme Amélia l'a dit, n'hésitez surtout pas. Les conférences que je fais habituellement, je préfère toujours la formule causerie. Alors, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous me faites signe, vous m'arrêtez. Je tente le mieux possible de répondre à vos questions. Je trouve ça plus spontané que penser aux questions à la toute fin. Des fois, on oublie. Donc, voilà. Ça vous va? On va partir, si vous voulez bien. Ce que je vous propose ce soir, c'est un voyage au cœur de l'histoire des Irlandais. Est-ce qu'il y a des Irlandais et Irlandaises dans la salle, descendants? Est-ce qu'il y a des représentants? Ah, quand même, c'est bien. Excellent, parce qu'il y en a beaucoup en Gaspésie. Puis vous allez voir, on va parcourir vraiment leur histoire. On va partir d'Irlande, bien sûr, pour arriver jusqu'en Amérique et découvrir un petit peu plus leur histoire, que je dirais fascinante quand même. Un peuple de résistants aussi, les Irlandais, et on va essayer de comprendre pourquoi. Les Irlandais et les Canadiens français ou les Québécois d'aujourd'hui, vous allez le voir, ont beaucoup de choses en commun, ont beaucoup de ressemblances, beaucoup plus qu'on pense. En 2001, il y a un sondage qui a été réalisé au Québec et le sondage révèle qu'il y a 40 des Québécois qui auraient des racines irlandaises. Alors, ça veut dire que 40 des Québécois ont un ou une Irlandaise dans son arbre généalogique. C'est quand même pas rien, c'est quand même élevé. La culture québécoise, vous allez le voir tout le long de la conférence, elle est imprégnée des traditions irlandaises, il n'y a pas de doute. Quelques exemples que je pourrais vous donner d'entrée de jeu, où il y a des similitudes, des points communs, la musique. Il y a un monsieur qui m'a... où il est le monsieur? Qui fait de la musique irlandaise, juste là, excusez-moi, je regardais un petit peu trop loin. Monsieur fait de la musique irlandaise avec SOS Trad. Alors la musique irlandaise, joyeux mélange, hein? Traditionnel, l'irlandais, canadien, français, les sons écossais, les sons anglais aussi dans la musique qui vont beaucoup se rejoindre. Alors, il y a la musique qui nous rejoint. Il y a aussi les traditions orales qui nous rejoignent. Si vous êtes des amateurs de contes, les conteurs irlandais et québécois s'inspirent beaucoup, s'influencent beaucoup. Le banc du quêteux qui représente vraiment un objet symbolique, tant au niveau des Canadiens français que des conteurs aussi irlandais. La cuisine aussi, il y a des ressemblances dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est un Irish stew, sinon un ragoût québécois? Alors, quand les Irlandais vont traverser ici, évidemment, ils vont prendre des produits locaux pour faire déjà de la cuisine qu'ils faisaient en Irlande. Alors, ils vont transporter ça ici et s'inspirer vraiment des traditions et de la culture, évidemment, canadienne-française. Autre chose, la religion.
On sait qu'il y a des Irlandais de religion protestante, mais il y a aussi des Irlandais, évidemment, catholiques. Alors, lorsqu'ils vont traverser ici plus massivement à partir de la famine qui va frapper l'Irlande dans les années 1840, la religion catholique est très omniprésente dans la société québécoise à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, ces gens-là vont être bien accueillis par les Québécois et forcément, avoir la même religion va aider à faire tomber des barrières entre les deux peuples. Une autre chose que je pourrais vous dire qu'on a peut-être en commun avec les Irlandais, c'est la hantise. Et là, je mets hantise entre guillemets, la hantise des Anglais, peut-être, qu'on a. Hein, le Mario me regardait, qu'est-ce qu'il va dire? La hantise des Anglais. On fait souvent l'erreur, et c'est pas grave, qu'on ne sait pas, on peut pas savoir. On fait souvent l'erreur de penser qu'un Irlandais, parce qu'il parle anglais, automatiquement, c'est un Anglais. C'est pas tout à fait ça. Les Irlandais, comme nous, à une certaine époque, vont lutter contre l'assimilation, vont lutter pour préserver leur culture. Et les Anglais, un jour ou l'autre, seront une menace, tant pour les Canadiens et Français qui subiront, comme vous le savez, la conquête en 1760, la conquête anglaise. Les Irlandais, eux, officiellement, n'ont pas subi la conquête anglaise. Ils ont subi plutôt une occupation qui s'est peut-être traduite finalement par une conquête, mais c'est l'occupation au fil des siècles des Anglais qui ont eu raison des Irlandais. Et ils ont été peut-être moins chanceux que nous, puisque les Irlandais ont perdu leur langue, le gaélique, qui est une langue celtique, donc d'origine indo-européenne. Ces gens-là vont perdre leur langue au fil des siècles, au fil des ans. L'assimilation va être quand même très menaçante en Irlande, et nous, on a réussi à conserver notre langue française. Alors, on mène les batailles qu'on peut, on ne les gagne pas toutes, mais il y a beaucoup de similitudes, comme vous pouvez le voir, entre Irlandais et Canadiens français, Québécois. Alors, la conférence va vraiment retracer tout le périple. On va partir en Irlande et on va arriver jusqu'en Amérique, au Canada et évidemment en Gaspésie. L'Irlande, comme vous le savez, on va commencer par vous mettre une carte de l'Irlande. Alors, voilà. L'Irlande, comme vous le savez, ce n'est pas un pays unifié. Le Nord et le Sud sont séparés politiquement depuis 1921. L'Irlande du Sud, la République, est un État indépendant depuis 1937. Au moment où je vous parle, la République d'Irlande, 4,6 millions de personnes. Et le Nord, c'est 1,8 million de personnes. Alors aujourd'hui, on parle d'un pays peuplé approximativement, le Nord et le Sud, 6,4 millions de personnes. Imaginez dans les années 1840, juste avant la famine, ou pendant la famine qui va frapper l'Irlande, le pays était peuplé jusqu'à 8 millions de personnes. Aujourd'hui, c'est 6 millions, ou à peu près. Alors, c'est des gens qui ont été frappés très durement par la famine. Certains historiens irlandais qualifient même la famine qui va frapper et les massacres, les déportations qui auront lieu dans les siècles précédents. Il y a des historiens qui qualifient même ça de génocide. Donc, c'est discutable, mais quand même. Alors, un pays qui va être durement touché à partir des années 1840. Vous avez, juste au centre, évidemment, vous avez la mer d'Irlande et leur plus proche voisin, c'est la Grande-Bretagne. Alors, une petite île dans l'océan Atlantique. Les 4,6 millions de personnes qui habitent la République d'Irlande au moment où je vous parle, 95 % d'entre eux, et même plus, 95,7 %, c'est les chiffres de 2010, ils parlent anglais. Alors, il y a seulement 1,1 % de ces 4,6 millions de personnes-là qui utilisent ou qui parlent le gaélique dans la vie de tous les jours. C'est pas beaucoup. Alors, sur 1,1 %, ça représente de 60 à 70 000 personnes. Et comme vous pourrez le deviner, c'est les anciens, c'est les plus âgés qui parlent toujours le gaélique aujourd'hui. Et on parle le gaélique dans les régions rurales et non pas dans les grandes villes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés en Irlande? Alors aujourd'hui, l'Irlande, en tout cas moi je suis allé il y a une dizaine d'années, au moins il y a toujours les panneaux de signalisation où on voit le gaélique. Et dans les écoles, un peu comme ici les Micmacs, il y a un retour du gaélique dans les écoles. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est une réussite? C'est difficile à dire, mais au moins à l'école, on essaie d'apprendre aux plus jeunes
les rudiments de la langue gaélique pour dire qu'ils sont quand même d'origine celtique et que cette langue-là a été parlée pendant des siècles par ceux qui les ont précédés. C'est quand même important. Mais c'est une langue, comme vous l'aurez deviné, en voie de disparition, en voie d'extinction. Je vous remets une carte de l'Irlande où on voit vraiment bien séparer le nord et le sud et les différentes régions. Voilà. Alors, le sud, beaucoup plus spacieux. Hein? La dimension est vraiment, c'est beaucoup plus importante, le sud par rapport au nord, bien sûr. La capitale du sud, évidemment, vous le savez, c'est Dublin, et au nord, c'est Belfast. Je vous mets une carte de l'Europe, où on voit évidemment l'Irlande, la Grande-Bretagne. Je vous invite à faire un petit voyage avec moi. On recule il y a 2300 ans, OK? Donc 300 ans avant Jésus-Christ. Et croyez-le ou non, mais on va arriver jusqu'au 19e siècle tous ensemble. Alors, il y a 2300 ans, il y a différentes peuplades qui vont aller peupler, évidemment, l'Irlande. Différentes tribus. Il y a une tribu, il y a un peuple qui va s'imposer parmi tant d'autres il y a 2300 ans. Les connaissez-vous? Est-ce que vous pouvez? Ce sont les... c'est quand même pas loin. Ce sont les Celtes qui vont s'imposer vraiment en Irlande. Alors, ils vont imposer leur culture, ils vont imposer leur langue. C'est pour ça qu'on dit que les Irlandais aujourd'hui sont d'origine celtique. Alors, les Celtes seront isolés dans leurs îles, en Irlande. Croyez-le ou non, c'est quand même un fait étonnant. Les Irlandais vont réussir au cours de l'histoire à échapper aux conquérants numéro un de l'époque, qui sont l'Empire romain. Aujourd'hui, c'est peut-être les Américains. À cette époque-là, c'est l'Empire romain. Et l'Empire romain rase tout sur son passage. Alors, ils vont échapper à l'occupation, à l'invasion romaine. Ils vont même échapper à l'invasion anglo-saxonne. Et les anglo-saxons, c'est eux qui vont peupler la future Grande-Bretagne. Alors, ils vont échapper à ces conquêtes-là. À partir du 5e siècle, dans les années 400, les Irlandais, parce qu'ils vont devenir Irlandais avec le temps, vont s'initier, vont s'introduire à la religion catholique, déjà dans les années 400. Alors, il y a presque 2000 ans de ça. On dit que les Irlandais sont des résistants. Ils vont être frappés au cours de leur histoire par différentes peuplades, différents clans, différents peuples vont tenter de les conquérir et de les assimiler, et ça ne fonctionnera pas. Alors, vous avez les Vikings norvégiens qui vont débarquer en Irlande en 840, vont tenter d'assimiler les Irlandais. C'est le contraire qui va arriver. Alors, on ferme la porte, on résiste. Au 11e siècle, c'est les Danois qui vont débarquer. Et ensuite suivront les Normands au 12e siècle. Alors, tous ces peuples-là vont se révéler sur les Irlandais, ne réussiront pas à prendre l'île de force, à les conquérir. Il y a un seul peuple qui va réussir. Vous le devinez sans doute. Là, mon scoop est... Donc, c'est les Anglais qui parviendront à le faire au 16e siècle, donc dans les années 1500. Les Anglais, c'est le seul peuple qui va réussir à laisser des traces dans la culture irlandaise. Les trois autres peuples qu'on a à l'écran n'y parviendront pas. Quand je vous dis que les Anglais réussissent à s'imposer au 16e siècle, ce que je dois vous dire également, c'est que ça va prendre énormément de temps avant qu'ils y parviennent. Ça prend 4 siècles. Alors, les Anglais ont tenté de conquérir l'Irlande dès le 12e siècle, avec Henri II, roi d'Angleterre. Ça prend 400 ans. Alors, au risque de me répéter, lorsqu'on dit que les Irlandais ont la tête dure et sont résistants, ça prend 400 ans. C'est quand même pas rien. Je vous montre 2 personnages à l'écran. 2 personnages importants dans l'histoire de l'Irlande, mais pas pour des raisons nécessairement positives. Vous avez le pape Adrien IV, un court règne, 1154 à 1159. En passant, petite anecdote, c'est le seul pape d'origine anglaise de toute l'histoire. Il n'y en a jamais eu d'autre. Et vous avez Henri II, qui lui a un plus long règne, 1133 à 1189. Pourquoi je vous montre ces 2 personnages-là?
vous avez le pape Adrien IV qui va tenter d'influencer, au cours de l'histoire, le roi Henri II. Il influence de quelle façon? Il tente de l'influencer le plus possible pour que Henri II puisse effectuer la conquête de l'Irlande. Aujourd'hui, c'est un automatique pour nous, c'est un automatisme plutôt. Les Anglais sont d'origine ou sont de religion protestante. On pense que les Anglais ont toujours été de religion protestante, mais c'est pas vrai. Les Anglais ont déjà été de fervents catholiques. Au 12e siècle, et même avant, l'Angleterre, c'est un bastion catholique, comme l'Irlande, comme la France, etc. Alors, c'est au fil des ans, au fil des siècles, qu'ils décideront de s'adonner au protestantisme. Et à l'époque, Henri II est un fervent catholique. Alors, le pape essaie de le convaincre de traverser en Irlande pour accroître le pouvoir de la religion catholique dans cette île. On est au 12e siècle. Alors, la religion, à l'époque, n'a pas seulement le pouvoir spirituel, elle a un pouvoir politique, elle a un pouvoir temporel. Alors, on tente de convaincre Henri II de débarquer, et c'est ce qu'il va faire en 1172. En 1172, l'armée anglaise, on ne parle pas de conquête à l'époque, va occuper une partie de l'Irlande, et elle l'occupera pendant quelques années. Et ça va se traduire quelques années plus tard par le traité de Windsor, 3 ans plus tard. Alors, 3 ans après le passage des Anglais en Irlande, en 1175, on signe le traité de Windsor. Et le traité reconnaît l'autorité du roi d'Angleterre sur l'Irlande. C'est le début d'une longue période de conflit entre l'Irlande et l'Angleterre. On est au 12e siècle. La conquête ou l'occupation permanente se fera seulement au 16e siècle, ne l'oubliez pas. Ça va prendre du temps, mais c'est le début.